j'ai l'immense plaisir de recevoir et d'animer ce webinaire avec Aurélie Ramet de Cosmoconsult, donc qui est consultante chez nous, et Bertrand Félix, qui est président de BF Momentum, qui est cofondateur de La Ruche Industrielle, et qui, dans son métier, est un chef de projet, enfin, qui a piloté d'énormes projets de transformation digitale, et notamment sur la mise en place de PLM, MES et autres outils. Ce que je vous propose, c'est de voir l'agenda du jour. Donc, on va tout d'abord introduire le contexte des enjeux industriels parce que le monde bouge et donc vous allez voir comment Bertrand va actualiser, donner quelques insights sur ces changements, cet environnement. On parlera de comment, qu'est-ce que c'est que finalement ces solutions ERP-MES et comment elles peuvent être intégrées. On parlera de 2 cas d'usage, un présenté par Bertrand et l'autre par Aurélie, avec 2 angles différents. Et ensuite, on abordera plutôt, finalement, si vous avez un projet de ERP, de MES, par où commencer, quels sont les questionnements qu'on peut se faire. Et puis, on finira par un traditionnel question-réponse, bien sûr, si vous en avez. Donc, Aurélie et Bertrand, je vous laisse démarrer ce webinaire. À plus tard, merci. Merci Patrice. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis d'échanger avec vous sur ce sujet qui est vraiment au cœur de l'industrie 4.0, hein. Cette connexion MES-ERP, ou même encore plus, vous allez voir là, si on rajoute le PLM dans l'affaire. Un tout petit point du point de vue du contexte actuel. Alors effectivement, Patrice le disait, ça bouge. Je pense que ça, tout le monde le sait. Donc 2-3 points qu'on peut se dire peut-être en démarrant. L'ambition, c'est pas de tout peindre en noir et de se réfugier dans un trou, évidemment, parce que on a des formidables opportunités. Je voudrais démarrer par le positif pour une fois. En France, on est quand même reconnu pour avoir de nombreuses compétences techniques, notamment industrielles. Même si on n'a pas toujours l'industrie qui reste, on a énormément de compétences techniques et on a des belles opportunités qui arrivent. Dans toute crise, il y a des opportunités ou des opportunités d'alliance. Ceci étant dit, effectivement, il y a aussi du moins bon. On sait que la conjoncture économique aujourd'hui, elle est compliquée. On a eu alors pour pas toutes les citer, hein, on va pas se faire du mal, mais il y a eu des polycrises. On sait que l'énergie aujourd'hui c'est compliqué, qu'il y a eu des guerres, les taxes aux frontières, ou alors des difficultés d'appro. Donc là, on revient un peu plus dans notre sujet ERP et MES avec de la traçabilité sur les composants, donc du coût matière, donc de la disponibilité des composants quand ils sont sourcés loin. Donc ça, on sait que c'est une problématique. On sait aussi que la compétition est forte. Donc là aussi, on se reconnecte au sujet d'aujourd'hui. Il va être question de performance, de compétitivité aujourd'hui, vous allez voir. Très, très clairement, on sait que la Chine pousse très fort, hein. Ils sont passés d'une très forte volumétrie. Aujourd'hui, il y a une volumétrie plus la capacité de faire la fiabilité, l'innovation. Bon, voilà, c'est comme ça. En même temps, en Europe, on est très clairement en train de se poser la question de challenger sa vitesse d'exécution. Donc, ce qu'on peut appeler le fameux time to market, la capacité de sortir des produits, et maintenant des produits et des services, effectivement, rapidement sur le marché, et bien reçus par le marché, ou en tout cas plus vite ou aussi vite que ses concurrents. Ce qu'on voit aussi, c'est je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez à votre niveau, mais faire plus avec moins, qui nous vient alors plutôt des plans de réduction d'effectifs ou alors des départs naturels à la retraite. On entend faire plus avec moins, là aussi. Il est question d'efficacité de performance, on va s'en reparler. On nous parle aussi beaucoup, alors soit de performance économique, soit de profitabilité. Donc ça, c'est des nouveaux termes qui arrivent dans les projets, même si ça existait bien évidemment déjà, mais ce critère remonte très haut. Et donc profitabilité, il s'agit ici de rassurer les investisseurs sur la capacité à piloter des projets complexes, tels que ceux-là, ces projets de transformation de nouveaux systèmes SI. Et finalement aussi, on parle de qualité. Dans les projets, le coût qualité-délai est toujours là bien présent. Et la qualité de première monte, ce qu'on appelle faire bon du premier coup, est aussi extrêmement présent. Éviter de faire des allers-retours qui sont pénibles pour tout le monde.
qui font perdre du temps et de l'argent. Donc, on va voir que les 3 systèmes dont on va parler aujourd'hui contribuent à alimenter des solutions autour de ça. Et juste pour finir, tout dernier élément, c'est que l'industrie étant amoureuse du lean manufacturing ou du Kaizen, on sait qu'on parle beaucoup d'amélioration continue et qu'on pourrait se dire, pour conclure, que améliorer des processus, c'est toujours ce qu'on cherche à faire, avant tout, avant même de parler data. Ceci dit, aujourd'hui, on a quand même bien optimisé les processus depuis quelques années. L'automobile est arrivé à l'os même là-dessus. Et donc, la digitalisation et l'automatisation offrent vraiment des gisements de performance qui restent partiellement ou complètement inexplorés pour certains d'entre vous. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui d'aller creuser. Juste un point de constat, si vous en êtes d'accord. Alors, quand on a préparé avec Patrice et Aurélie, on sait pertinemment que vous avez certainement des entreprises qui font des tailles différentes ou qui ont des produits différents. Et selon votre modèle d'affaires, on se doute bien que vous produisez soit des produits sur étagère, le fameux produce to stock, ou des produits qui sont déjà vendus aux clients, donc qui sont déjà configurés, qui sont en produce to sell. Donc là, on s'adresse à tout le monde aujourd'hui. On n'est pas sectaire, on va vraiment adresser tout le monde. On sait aussi un autre constat, c'est que autour de nous, on voit la multiplication des produits individualisés, customisés et en plus manufacturés en masse. Donc typiquement, on parle de customisation de masse et ça met sous pression l'outil industriel, qu'il soit logistique ou productif. Et en plus de ça, pour finir, on cherche tous à optimiser les coûts des produits cette fois-ci. Donc tout ça, ça ne va pas dans le même sens, même ça rentre en collision. Donc le constat qu'on fait, c'est typiquement que les calculs de coûts sur des produits qui ont une certaine complexité avec beaucoup de variantes ou de configuration, parce que le mot-clé aujourd'hui, c'est quand même configuration, eh bien, la complexité fait qu'il devient extrêmement difficile de tout réaliser sur Excel. Pour 2 raisons, parce qu'à un moment donné, Excel ne suffit plus. Et puis pour l'autre raison, on parlait tout à l'heure de départ naturel à la retraite. Eh bien, on le sait que certains qui ont mis au point, qui ont le savoir sur ces outils, ces moutons à 5 pattes que sont les Excel, qui ont perduré pendant des années, quand ils partent à la retraite, c'est un vrai drame. Voilà. Donc, la position d'Excel, elle est rarement tenable dans le temps quand les produits se complexifient. Alors, les solutions ERP MES, alors on vous propose, pour avancer, de vous faire une rapide définition sur le triangle que serait PLM, ERP et MES. Donc, on imagine que vous avez une bonne maîtrise de ce qui s'y passe. Si on fait une vue d'hélicoptère et qu'on démarre par le commencement, qui est le PLM, donc le Product Lifecycle Management, donc on parle bien du cycle de vie produit, et sur le début du cycle de vie produit, évidemment, il y a la R&D, la conception produit. Donc là, il s'agit bien d'organiser la conception des produits, leur révision, leur version et compagnie, la CAD potentiellement, associée au PLM. Et donc là, on va parler, en tout cas théoriquement parlant, le PLM, il gère les bonnes pratiques, c'est que le PLM gère l'industrialisation. Donc ce qu'on appelle les gammes de montage selon les configurations. Et puis, on vient introduire ce fameux terme, je pense que vous le connaissez bien aussi, qui est le IBOM, MBOM, Bill of Material, évidemment, nomenclature. Donc, Engineering Bill of Material, la nomenclature bureau d'études. Et puis ensuite, la Manufacturing Bill of Material, la même chose, mais préparée pour la production et le manufacturing. Alors, vous voyez que là, on fait apparaître IBOM, MBOM dans le PLM. En fait, dans certains cas, on vient traiter la IBOM dans le PLM et confier ensuite à l'ERP la gestion de la MBOM. L'ERP, donc, lui, il est central. Et, bon, tout ça, vous le savez certainement, il vient gérer son plan de production, les calculs des besoins, la supply, l'ordre d'achat, les appros, les OF, donc les ordres de fabrication en tenant compte de la disponibilité des stocks. Et puis, dans certains cas, on vient aussi réaliser l'industrialisation et les gammes quand on a des produits qui sont relativement simples. C'est ce qu'on peut voir autour de nous. Et enfin, le MES, que nous, on considère, vous allez voir comment, plutôt comme une surcouche, qui s'appuie sur les 2 premiers, qui vient superviser tout ce qui se fabrique à l'instant T,
sur la ligne de production, et qui vient aussi faire une chose extrêmement importante, parce qu'on peut aussi dire qu'au-delà des applications et des processus, tout est data. Il vient tracer les données pour les envoyer à la prévente, voire même les renvoyer à l'ERP, on va le voir tout à l'heure avec Aurélie. Alors voilà, on vous introduit un peu des conditions, parce que, encore une fois, on ne peut pas être dogmatique sur ces sujets-là. Présenter le triangle, c'est extrêmement important. Moi, ça me motive énormément, parce que c'est une base du 4.0. Ceci dit, voilà, le scope et l'utilisation des 3 outils qu'on peut voir sur ces points de triangle dépend de la complexité des produits, on l'a vu, donc nombre de composants et variantes, donc les configurations. Dans certains cas, on peut aussi parler des différents types de lignes de production. Est-ce qu'on est sur des lignes monoproduits ou multiproduits? Des lignes qui peuvent réaliser différentes variantes. Est-ce que la ligne est tactée ou pas? Est-ce qu'elle a un timing par station et par opération? Est-ce que l'entreprise est plutôt de taille importante, avec un nombre d'usines sur plusieurs pays, voilà, qui vont avoir différentes manières de faire ou pas, qu'il faut harmoniser? Et enfin, est-ce qu'elle a des moyens importants pour ses systèmes d'information, les SI, et des équipes pour déployer en connexion avec l'éditeur ou le prestataire qui vient apporter les outils. Et enfin, point extrêmement important, la maturité des systèmes existants. Quoi qu'il en soit, le SI, là, il dépend de plusieurs facteurs. Par contre, l'objectif commun, on l'a bien vu au tout début, c'est bien le pilotage de la perfo et de la profitabilité de l'entreprise sur ce triangle. Donc, on voulait vous faire un petit focus ERP MES. Donc là, le mot configuration en haut à gauche, il apparaît. On se l'est dit tout au début, quand ça chauffe un peu, évidemment, et qu'on a épuisé les gisements d'optimisation de performance sur les process, eh ben, on vient chercher ce qui se passe au niveau de la digitalisation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de digitalisation autour de nous. Et donc, le mot automatisation, il arrive immédiatement. Sauf qu'on sait que l'automatisation, c'est pas direct. On va passer plusieurs couches, on va le voir. En tout cas, un configurateur de commande sur les produits on va chercher à qu'il génère automatiquement des nomenclatures et des gammes spécifiques adaptées à chaque commande client. Donc ça, c'est vraiment le Graal, ce qu'on recherche. Le RP, on l'a dit, il est central parce qu'il vient optimiser, on l'a dit, la planification, donc les ordres de fabrication, les OF, et puis en cherchant les capacités disponibles, notamment les stocks, on l'a vu. Et puis surtout, le MES, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais on le fait ici. En tant que surcouche, il vient rajouter le temps réel au niveau de l'exécution en atelier, et puis garantit la traçabilité, qui est dans certains cas contractuelle, ou à la gestion des non-conformités, qui peut être ensuite renvoyée vers le RP pour y être stocké. Quoi qu'il en soit, et on en reparlera à la toute fin de ce webinaire, l'intégration ERP MES, qui est la dernière branche que généralement on fait dans la continuité numérique, c'est vraiment ce qu'on vise, puisque une fois qu'on est automatisé à ce niveau-là, c'est là qu'on réduit les erreurs, qu'on améliore les délais, qu'on devient beaucoup plus profitable et qu'on cherche la fiabilité des données en production qui vont vivre sur tout le cycle de vie produit. Bonjour, donc je vais prendre un petit peu la parole. Merci Bertrand. Je vais commencer par enfoncer quelques portes ouvertes en redéfinissant un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un ERP et un MES, parce qu'on en parle depuis le début de notre session du webinaire, mais on n'a pas vraiment expliqué dans le détail ce que c'était. Donc ERP, l'acronyme Enterprise Resource Planning, correspond à un logiciel de gestion intégrée. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un peu le système nerveux de l'entreprise qui va relier entre eux tous les processus métiers sur une seule plateforme. Donc les processus métiers, donc tous les processus métiers inclus dans l'entreprise, de la production comme on en parle beaucoup aujourd'hui, l'achat, la vente, la gestion du stock, toute la partie logistique et aussi la partie comptabilité. On parle aujourd'hui d'un ERP moderne, donc un ERP ça existe depuis un certain temps et les ERP aujourd'hui ont quelques particularités par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Donc nous aujourd'hui on parle de Microsoft Dynamics 365 Business Central qui est l'ERP qu'on met en place et qui se distingue comme beaucoup de ERP par un hébergement cloud. Donc pourquoi un hébergement cloud? Quels sont ses avantages? C'est qu'il est accessible partout, tout le temps. Donc il n'est plus hébergé en local, on peut y accéder par différentes plateformes et à tout moment.
c'est aussi un outil qui est connecté, qui est ouvert. Donc notamment ici dans notre cas, on est connecté à l'écosystème Microsoft de manière native. Par exemple, Team, Power BI, Copilot, mais un ERP, c'est aussi possible de l'intégrer, de le connecter avec des solutions tierces, notamment les MES comme on en parle aujourd'hui. Une architecture modulaire, donc pourquoi? Donc on a dans un ERP de manière native accès à différents modules, à différentes parties du logiciel. Donc comme je l'ai dit au début, production, comptabilité, etc. On active dedans uniquement ce dont on a besoin. Donc on n'active pas nécessairement l'intégralité du logiciel, on active ce qui va nous servir uniquement et on peut également y ajouter des extensions, donc des apps qui peuvent être disponibles relativement facilement et qui sont faciles à évaluer. Ensuite, le MES, qu'est-ce que c'est? Donc le MES, c'est un peu différent, c'est un système de pilotage de la production. Donc vraiment lié à la partie module production de l'ERP. Le MES va vraiment nous permettre de piloter, de surveiller, d'avoir une belle visibilité sur la production. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans l'atelier par l'atelier et qui va faire le lien entre l'ERP qui va faire la planification en amont et le terrain qui va exécuter tout ce qui doit être fait au niveau de la production. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce MES? Il va nous permettre de suivre les ordres de production, les OF, en temps réel. On va pouvoir savoir à tout moment où en est chaque ordre de fabrication. Il va nous permettre également de collecter les données machines. Donc les temps de cycle, les arrêts, ce qui va nous permettre d'avoir des calculs de TRS et d'OE assez facilités. Donc TRS, taux de rendement synthétique, qui va nous permettre de mesurer l'efficacité réelle d'un équipement industriel. Et l'OE, donc également un acronyme anglais, Overall Equipment Effectiveness, donc l'efficacité globale des équipements, qui va être utilisée pour mesurer l'efficacité, la performance des processus de fabrication. Donc tout ça, ça va être possible via le MES. On va également pouvoir, via un MES, faire des contrôles qualité en ligne, en direct, directement sur les lignes de production, faire des inspections et gérer la traçabilité en lot et en série des composants et également du produit fini. On va également pouvoir effectuer la gestion des opérateurs. Donc, quels opérateurs sont affectés à quelles tâches, quelles sont leurs compétences, et effectuer également les pointages au niveau des temps de fabrication sur les ordres de fabrication. Le MES comprend également en général des tableaux de bord atelier très visuels, visibles instantanément et ils permettent de suivre en direct la performance. Donc, le RP et le MES, ils sont différents, ils sont aussi complémentaires. Donc, le MES, comme on l'a vu, il va permettre une vue détaillée de l'atelier. On va pouvoir exécuter les instructions, mesurer la performance. Le RP, lui, c'est plus une vue globale de l'entreprise. Il va nous permettre de planifier et de piloter de plus loin. Donc, le ERP plus le MES, c'est ce qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment sur les ordres de fabrication et sur la production, être plus réactif et augmenter de manière générale la performance industrielle. Je ne sais pas, Bertrand, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, alors c'est souvent une querelle d'experts ou de fonctions métiers. C'est quoi qui est plus fort? C'est le rhinocéros ou l'éléphant? Donc, est-ce que c'est le MES ou le RP? Au-delà de la blague, vraiment, je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire, Ali. C'est qu'une fois qu'on a pu, en tout cas pour ceux qui ont des PLM, faire la première marche de l'escalier et transférer ce qu'il faut à l'ERP, ou alors faire plus de choses dans l'ERP, alors, peut-être qu'on est passé d'ailleurs juste avant par une phase d'implémentation dans un MES Lite, parce que rappelons, tout ça se fait par itération. On vient vraiment travailler très fortement dans l'ERP, et ensuite, effectivement, pour moi, je suis aligné à 100%. La dernière brique, la dernière action va être de connecter automatiquement l'ERP et le MES. Et on pourrait résumer les choses ainsi à la fin, que de dire que l'ERP et le PLM sont deux systèmes vraiment qui constituent la base, et le MES qui va venir consommer l'un et l'autre, et en tout état de cause, surtout le RP ensuite,
pour aller travailler sur le temps réel en production et être considéré comme une surcouche et produire la data. Voilà. On peut noter aussi que le MES peut être alimenté par des fichiers à plat si besoin. Ça, c'est extrêmement important de le spécifier. Et ça veut dire qu'on est vraiment, on est par étapes. On va passer maintenant à des cas d'usage, donc 2 cas d'usage. Donc en ce qui me concerne, je vais vous présenter un cas client, donc un cas réel, donc un client qui travaille dans le médical et qui utilise un ERP et un MES. Donc comment ça se passe de son côté? Le début du flux est pris en compte dans l'ERP, donc prise de commande directement dans l'ERP par les modules standards et les produits sont ensuite configurés directement dans l'ERP. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de PLM, on pourrait avoir un PLM, ici ce n'est pas le cas. Tout est fait directement dans l'ERP. Donc tout ce qui est base de données de départ est dans l'ERP. Tout ça est évidemment transmis dans le MES puisque les données doivent être partagées entre les deux. Ici, l'ERP est maître et envoie les données de base dans l'ERP pour ce qui concerne toutes les données type BOM, donc nomenclature et gamme. La génération des ordres de fabrication se fait dans l'ERP via du calcul planning, via différentes méthodes. On peut également les créer à la main. C'est surtout du calcul planning. Et les ordres de fabrication sont générés dans l'ERP avec des dates de fabrication prévues. Tout ceci est poussé dans le MES via une interface et ensuite le MES va faire la planification fine de l'atelier. Donc l'ERP envoie les données de base, les besoins généraux, sans calcul en capacité finie. Le MES, lui, va permettre de faire le calcul en capacité finie sur les machines de l'atelier et permettre d'affiner le planning en fonction de la disponibilité des machines, des personnes, de leur formation, etc. Donc l'ordonnancement, il est vraiment optimisé dans le MES. Tout le suivi atelier se fait ensuite dans la partie MES, donc saisie des temps, consommation des consommables, des composants éventuels. Tout ceci est fait dans le MES et envoyé en temps réel dans le RP. Donc on a un process qui tourne et qui envoie régulièrement dans le RP tout ce qui est prise en compte du temps, prise en compte des consommations. Traçabilité également. Donc tout ce qui est traçabilité passe via le MES qui a aussi un accès au stock. Donc le MES a une plateforme au niveau de la production, mais également au niveau du stock. Donc il ne peut consommer que ce qu'il a réellement en stock. Donc là, il y a un lien très fort avec le RP. Ici, le MES va jusqu'à la finalisation de l'ordre de fabrication. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les process. Dans tout ce genre d'interface, ici, on va vraiment aller jusqu'à la clôture de l'ordre de fabrication et l'information de clôture de l'ordre de fabrication sera envoyée par le MES. Le retour d'information, comme j'ai mis, est continu dans le RP. Donc, bien entendu, on a des tableaux de bord, des visuels en temps réel dans le MES. On peut aussi avoir une petite visualisation au niveau de l'ERP et c'est très important au niveau du stock. C'est-à-dire que quand on va commencer à planifier dans l'ERP de nouveaux ordres de fabrication, on aura en temps réel la consommation qui sera envoyée par le MES et on saura exactement dans l'ERP ce qui est possible ou pas. Et ce qui permettra aussi plus tard d'aller faire le lien avec toute la partie comptabilité dans l'ERP. Donc toutes ces informations transitent en temps réel. Donc on a un système maître, l'ERP ici, pour tout ce qui est données de base, configuration initiale, tout ce qui est utilisation fine est faite directement dans le MES. Et ensuite, on a un renvoi d'informations dans l'ERP qui permettra de faire des bilans et d'avoir une vision à la fin et de mettre en stock pour la suite du process, vente, etc. Ah, tu es mute, Bertrand. D'accord. Ouais, le grand classique. Pardon. Effectivement, les cas d'usage, c'est la base de tout. Technique, c'est une chose. Cas d'usage, puissance, c'est l'autre chose. Et être motivé par les cas d'usage pour l'entreprise, ça doit être sa ligne de conduite. Donc, tu viens de citer un cas, Aurélie, qui est déjà bien implémentable. Et je voulais vous en citer un. On a pris le choix de vous en mettre un peu à la marge pour vous dire que des fois, il y a des cas qui peuvent être un peu insoupçonnés.
Donc là, dans la métallurgie, moi je travaille pas mal avec la métallurgie, l'industrie assemblière, on va dire, et donc avec des machines-outils. Et vous savez qu'une machine-outil, quand elle est sous pression, à savoir quand les petites séries, les moyennes séries, tout ça, ça s'enchaîne à des grandes vitesses et qu'il y a beaucoup de clients en face, ça met l'appareil un peu au rouge et on sait que les machines peuvent tomber en panne. Donc là, bon, bah, c'est dramatique parce qu'il faut réagir vite. Sans utiliser de terminologie déjà trop écoutée dans l'industrie 4.0, qui est la maintenance préventive, on peut aussi parler de maintenance curative. Tout simplement revenir au basique. Une maintenance curative, surtout avec le turnover qu'on a des fois chez nos maintenanciers, qui est une population sous tension, eh bien, il faut qu'on ait les datas à un endroit où le maintenancier, qu'il soit interne d'ailleurs ou externe, hein, un prestataire ou un interne, vienne se saisir des conclusions de 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans de fonctionnement dans la prod. Et pour le coup, moi j'ai un exemple ici où un industriel de la métallurgie vient se saisir de données présentes dans l'ERP qui ont été accumulées à chaque ticket de machines en panne, d'ordre de travail généré par la maintenance, et qui sont capables dans l'ERP de les stocker des remontées, des temps de traitement, des caractérisations de panne, des temps de clôture, des causes, des erreurs humaines ou des erreurs de type technique ou process. Et tout cet arbre des causes, il est sorti de l'ERP, il est passé à la moulinette dans un BI et potentiellement même grâce à l'IA. Il y a certains projets aujourd'hui qui sont à l'œuvre dans l'industrie pour aller équiper en ce qu'on appelle le knowledge management, hein, donc le fameux KM, donc à savoir la gestion des savoirs dans l'entreprise, comment on vient équiper un maintenancier qui aborde une maintenance curative, donc où chaque seconde compte, d'éléments qui vont l'aider à résoudre ces problèmes. Et là, de se dire qu'on vient sortir ça de l'ERP, c'est pas du tout naturel à la base, en tout cas pour certains. Donc, et certains viennent aussi utiliser le duo, le MES-ERP, pour aller faire les bons arbitrages. Donc là, on vise la vitesse de résolution basée sur les données et des données propres. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple, beaucoup moins classique. Bertrand, juste, ça me fait penser à quelque chose. Du coup, ça veut dire que l'ERP peut être utilisé par finalement aussi les personnes de la maintenance ou de l'atelier. Parce que parfois, on scinde un peu les outils. Et ça, c'est une remarque hyper importante. C'est que, encore une fois, on peut dire, de toute façon, on adore les silos, hein, les acronymes. Vous avez vu, on a commencé par vous dire MES, ERP, PLM. Et bim, on est dedans, dans les silos. Les silos, ça fait des verticales qui ne se parlent pas. On dit souvent qu'il suffit d'un couloir pour que 2 équipes ne se parlent pas. Les acronymes, c'est pareil, chacun chez soi. Et en fait, c'est la première grosse erreur. Le PLM, ERP, MES, il est effectivement géré par des équipes de secteurs différents. L'ingénierie, surtout sur le PLM, mais pas que. Les méthodes qui font le lien entre l'ingénierie et le reste de la prod, qui eux travaillent à cheval entre le PLM et souvent le ERP. Et puis, on dit souvent que le MES, c'est un peu la chasse gardée de la prod. En fait, rien n'est moins vrai. Naviguer entre les systèmes de manière fluide, c'est vraiment ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup chez les industriels d'interface. C'est pour ça qu'on va beaucoup retrouver de demandes de customisation d'interface pour justement avoir la fluidité quand on passe d'un système à l'autre. Donc, en gros, une des clés de réussite, et on va vous en parler dans quelques slides, évidemment, c'est de casser tout de suite ces pensées-là, changer de disque et de dire aux gens qu'un projet qui réussit sur ces triangles-là, c'est déjà de s'approprier à chacun le pourquoi et l'usage de chaque outil et pas penser que process et pas penser que outil. On va aller un petit peu plus loin, rappeler un petit peu ce que l'ERP et le MES font très bien. Donc là, on parle des limites. On va parler de ce qu'ils font bien chacun de leur côté. Donc l'ERP, lui, il va nous servir à couvrir l'ensemble du cycle de gestion. Donc il va aller de la commande client jusqu'à la facturation. Il va passer par tous les process de l'entreprise, les achats, la gestion des stocks, la production, la comptabilité, le service après-vente est également inclus, etc. Donc il va vraiment couvrir l'ensemble
du cycle de gestion d'un produit et des processus de l'entreprise. Il va nous permettre d'avoir un référentiel unique pour justement tous ces processus. On va avoir un seul référentiel article, on aura les nomenclatures, les gammes, clients, fournisseurs, ce sont que des exemples. Donc le référentiel va être unique pour tous les processus et toutes les parties de l'entreprise. Il va nous permettre de valoriser les stocks. Il va nous permettre de faire un calcul des coûts et donc un suivi des marges à la fin du process. Donc il va nous permettre vraiment de suivre tout ça, donc tout ce process global de l'entreprise, tout ce suivi. Il intègre au niveau de la production et des processus vente-achat un calcul des besoins nets, donc un MRP. Il va nous permettre de calculer les besoins. Il va nous permettre de faire une première planification de la production, donc planification globale comme on en a parlé tout à l'heure, et il va être très utile au niveau de ce qu'on appelle la promesse client, c'est-à-dire de pouvoir indiquer à un client sous quel délai il pourra avoir son produit. Donc, calcul des disponibilités, des délais, et il permet, comme il a une vue de l'intégralité du cycle, de l'intégralité des processus, de pouvoir donner des informations fiables au client sur ce qu'il va acheter et sous quel délai il pourra obtenir ce qu'il souhaite. On va avoir également un pilotage financier opérationnel. Donc ça va partir, ça passe sur la partie comptabilité, mais ça intègre vraiment toutes les parties du processus. On va avoir les coûts de production, les coûts d'achat, les coûts de transport, tout ça va être intégré dans l'ERP. Donc on va avoir des coûts standards versus coûts réels. Donc coût standard, c'est ce qui est extrêmement utilisé en production. En général, on produit un article à coût standard. On va également savoir exactement le réel de ce qu'on a fabriqué grâce au module de la production. Ça va nous permettre de pouvoir calculer nos marges par produit et par affaire. On va avoir accès à beaucoup de reporting de BI. Power BI étant intégré, c'est un outil Microsoft qui est nativement intégré avec Business Central. Il va permettre d'avoir une vision des reporting dont on a besoin dans l'entreprise. Il y a beaucoup de reporting qui sont possibles et accessibles. Il y en a qui sont disponibles directement. Power BI permet de créer ses propres reporting très facilement. Il va permettre également de faire une gouvernance multisite. On n'a pas forcément une seule usine de fabrication, on peut en avoir plusieurs, on peut avoir différents endroits pour le stockage. Donc on peut également suivre la fabrication et les process globalement sur différents sites. Pour la production en général, au niveau de Cosmo, on a différentes extensions, différentes apps. Donc on disait, on a le module global avec différentes parties qu'on peut activer ou pas. On peut aussi y ajouter des apps, donc notamment des apps Cosmo qui sont directement utilisées pour la production. Par exemple, on a la partie AMP, Advanced Manufacturing Pack, qui permet d'avoir des fonctionnalités plus poussées pour la production discrète, pour les process et pour le fonctionnement en mode projet, qui permet de piloter par affaire. Ensuite, on a la partie MES. Donc, ce que le MES, lui, fait vraiment très bien, c'est une exécution très près du terrain. Facilité d'utilité dans l'atelier et vraiment exécution et suivi très fin au niveau de la production de l'atelier. On va avoir une traçabilité extrêmement fine au niveau des lots et des séries qui sont utilisés, au niveau des opérations de fabrication, des temps passés, des machines, des opérateurs. Donc, gestion des opérateurs également, qui est très poussée dans le MES, bien plus que dans un ERP. Au niveau de la collecte des données, on va pouvoir récupérer la quantité produite, la quantité des produits qui sont consommés. Donc, ça va aussi nous permettre de voir la perte. Donc, perte au niveau des composants, également au niveau des produits fabriqués, les temps passés, les arrêts de machines et pouvoir identifier et analyser les causes d'arrêt sur les machines et d'avoir éventuellement des reportings là-dessus bien plus poussés que dans le ERP. On peut avoir des contrôles qualité en ligne. Donc des autocontrôles, des produits libérés ou pas, toutes ces informations peuvent être bien sûr poussées dans l'ERP. D'ailleurs, au niveau des contrôles qualité, on a aussi un module spécifique pour ça dans l'ERP qui peut être utilisé et être interfacé avec celui du MES. Le MES va permettre d'avoir des instructions au poste, donc au niveau des opérateurs, d'avoir des instructions en direct
sur les postes de fabrication, des modes opératoires, les documents auxquels ils doivent avoir accès peuvent être directement accessibles, etc. On va avoir donc ce dont on a déjà parlé, un calcul en continu du taux de rendement synthétique et de l'efficacité des équipements. Donc ça, c'est en continu. On a en général des tableaux de bord qui nous permettent de le suivre directement dans le MES. On va avoir des alertes disponibles sur les dérives. Arrêt de production, arrêt machine, est-ce que c'est de la maintenance? Est-ce que c'est une panne? Est-ce qu'on a beaucoup de rebut? On va avoir un suivi très fin là-dessus. Donc la visibilité au niveau de l'atelier, elle est instantanée. La visibilité sur le RP, elle sera disponible en temps un peu moins réel par des interfaces qui vont nous permettre d'envoyer les instructions, les informations directement dans le RP. Mais la vision directe, rapide, fine de l'atelier se fera surtout dans le MES. Donc, ce que le MES fait très bien, c'est toute la visibilité film. Il ne remplace pas un ERP, bien entendu. Par contre, ils sont très complémentaires. Ils se complètent. Le MES et le ERP se complètent. Dans le MES, on n'a pas de gestion financière et c'est normal, ce n'est pas le but d'un MES. Tout ça sera fait dans le ERP. Donc, tout ce qui est comptabilisation, marge valorisation, on le verra dans le ERP grâce aux informations d'ailleurs envoyées par le MES. On n'aura pas de gestion des achats, des ventes et de la supply chain globale puisque c'est un outil qui est utilisé uniquement dans l'atelier. La planification moyen et long terme sera surtout faite dans le ERP. On va faire vraiment de la planification court terme dans le MES. Et le ERP, donc dans notre cas en tout cas, sera dépendant, le MES sera dans notre cas dépendant de l'ERP pour tout ce qui est données de référence. Il faut une seule entrée pour les données de référence. Il faut toujours une seule entrée si on veut une base de données unique. Donc c'est en général, nous dans notre cas, le ERP, peut-être que Bertrand aura d'autres cas, mais nous dans le cas où on le met en place, on a vraiment un MES dépendant de l'ERP pour ce qui est la base de données statique. Et donc tout partira de l'ERP. Ça permet d'avoir une base de données unique et d'avoir vraiment les mêmes informations dans le MES et dans l'ERP et de pouvoir faire une connexion facilitée. Le MES va permettre d'avoir une meilleure gestion des cycles, des temps de cycle. On peut en général améliorer d'environ 20% avec l'utilisation d'un MES par rapport à l'ERP, son TRS. Donc le MES va avoir une vision, va vraiment avoir un plus, apporter quelque chose à l'ERP. Il va vraiment pousser l'ERP en lui apportant des données et des informations qu'il n'a pas et qui lui permettent d'améliorer toutes les données qu'il a. Alors, les étapes, c'est souvent ce qu'on entend quand on nous dit, mais par où faut-il commencer, hein? C'est pour ça qu'on a voulu vraiment commencer par le triangle vertueux MES, PLM, ERP. Par où faut-il commencer? Alors nous, on vous propose 5 étapes pour vous rappeler des choses. C'est qu'évidemment, il faut commencer de la data. Et que, alors je ne sais pas si vous connaissez l'expression gigot vivo, mais garbage in, garbage out, autrement dit shit in, shit out, hein, désolé l'expression. Si une data n'est pas structurée au début ou un processus n'est pas bien sanglé, alors on va digitaliser quelque chose qui ne marche pas et le résultat, vous le connaissez. Et au contraire, le vivo, c'est value in, value out. Alors ces éléments qui paraissent évidents dit comme ça, je pense qu'il faut rappeler l'évidence aux équipes. Parce que des fois, on veut aller vite ou des fois, on veut implémenter la fameuse industrie 4.0 parce que c'est tendance. Bon, vous avez vu par quoi on a commencé tout à l'heure. Effectivement, on n'en est plus à faire du tendance, on en est à faire de la compétitivité pour survivre. Donc, la data structurée, c'est la base. Les process optimisés, évidemment, ça suit. On en a parlé rapidement tout à l'heure et on en a plein de cas d'usage en tête, mais le focus cas d'usage par objectif, par étape, c'est absolument essentiel. On va en reparler au slide suivant. Donc en fait, viser et communiquer sur on veut obtenir à la fois une fonctionnalité via un cas d'usage bien particulier et pas 10 000, mais aussi, comme Aurélie l'a présenté, on veut obtenir une réduction de TRS de X. C'est extrêmement important. Vous verrez de toute façon que vous ferez des projections et qu'au final, ensuite, vos améliorations, elles seront certainement différentes à 1 ou 2 digits. Et puis, vous en aurez moins d'un côté, plus de l'autre. C'est souvent ce qu'on voit avec les industriels. Et ensuite, l'implémentation des outils, elles se feront avec les métiers,
qui les utilisent, et pas que par l'IT, ça c'est essentiel. Et dernier point, faire vivre, évoluer et maintenir, c'est la clé absolue. C'est-à-dire que on dit souvent que la continuité numérique, c'est finalement des datas structurées qui transitent d'un système à l'autre de manière propre, fluide, qui peuvent être saisies, qui doivent être saisies par les métiers pour faire leur job, hein, parce que sinon c'est juste de la data pour la data. Mais aussi, il y a un élément hyper important, c'est que dès qu'on parle d'IT, donc du service informatique, vous savez, on dit souvent qu'il y a une querelle entre l'IT et la production, entre l'OT et l'IT, bon, encore une fois les silos, hein. Mais il y a une réalité derrière tout ça. On dit souvent que l'IT est éloigné des problématiques terrain. Oui, si on ne l'associe pas avec les experts métiers. Quand on crée des groupes de key users de travail dès le début du projet, là déjà on s'affranchit de beaucoup de problèmes. Et en disant ça, on n'enfonce pas une porte ouverte. Parce qu'on voit encore trop de phénomènes où soit on ne pose pas le cas d'usage au départ, donc on oublie de donner le pourquoi on fait ces projets de transformation, et dans la même salle, on n'a pas les deux populations rassemblées. Et ça, c'est une erreur de débutant, et il est extrêmement facile de la corriger avec un bon chef d'orchestre, un bon chef de projet qui a le bon ADN pour le faire. Et une roadmap IT, donc un plan de route informatique, il n'est pas dédié qu'à l'IT. Il va être présenté au métier. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est qu'il doit être constitué de briques successives. C'est-à-dire qu'au moment où on le réalise, il faut bien que tout le monde comprenne que ce n'est pas un statu quo pour 20 ans. Et que ce sont des briques qui se superposent et qu'il y a de la modernisation, de l'évolution, comme partout. Et que finalement, une phrase que moi j'ai retenue et entendue, et que vraiment j'aime beaucoup, c'est de dire qu'à chaque état stable du système, hein, au bout de quelques temps de travail, eh bien, il faut s'assurer que le système ou l'assemblage de systèmes, on l'a vu, puisse continuer à fonctionner malgré les imperfections, parce qu'il y en aura. Et donc ensuite, à chaque étape, et pour chaque pointe du triangle, on doit chercher quelle cible viser pour la prochaine étape. Évidemment, garder le cap et aligner avec les besoins terrain. Et ça, ces deux phrases, elles peuvent paraître peu évidentes, mais en fait, si vous raisonnez sur une roadmap IT qui bouge, vous avez déjà beaucoup plus de billes pour parler et communiquer à l'intérieur de votre entreprise. Il faudrait rebondir sur ce qu'a dit Bertrand au niveau de la partie humain. Parce que c'est un projet IT en général, la mise en place d'un ERP, la mise en place d'un MES, c'est un projet IT, mais c'est aussi un projet, voilà, un projet humain. Donc il faut avoir une bonne conduite du changement. Il faut que ce soit porté par le métier, porté par les personnes. Si les personnes de l'entreprise, si les métiers, les key users, les utilisateurs n'adhèrent pas au projet, c'est en général quelque chose de difficile à mettre en place. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants, pourquoi le changement, qu'est-ce que ça va leur apporter et qu'ils portent vraiment ce projet, même au niveau de la base, au niveau des utilisateurs. Eh ben, Aurélie, ça fait sens aussi sur ce. J'avais posé la question à Bertrand en me disant finalement, ce serait quoi le profil idéal d'un chef de projet de transfo digital, justement, avec un projet ERP MES? C'est quoi le profil? Parce que, est-ce que on c'est avait l'IT qui... Alors, on avait des discussions hier avec un industriel, justement, le chef de projet qui puisse réconcilier les deux mondes, qui n'oublie pas de, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, hein, qui fait le why, how, what en anglais, donc de dire qu'en France et en Europe, on adore la technique, un peu comme partout, mais s'il vous plaît, ne commençons pas par le quoi et le comment, c'est le pourquoi qu'il faut mettre en premier, parce que le pourquoi, il va être différent dans chaque service, mais quand il a été posé, donc c'est pourquoi avec un S, hein, alors, donc c'est très en lien avec les cas d'usage, alors on sait où on va. Et le chef de projet qui est chef d'orchestre et qui réunit les mondes, en fait, c'est ce qu'on vise. Alors, il est vrai qu'il va prendre des moustiques, hein, comme on dit, il ouvre la fenêtre à 130 km/h, il va prendre des moustiques dans les dents, parce qu'il va se cogner les différentes verticales métiers. On sait que la conception, le bureau d'études et la R&D, c'est un bastion. On sait que la production en est un, on sait que les méthodes sont un peu entre les deux, mais c'est pas grave. Son rôle, ça va être d'ailleurs, il est éminemment fonctionnel. C'est un leader fonctionnel. Il va faire le lien entre les deux. Et c'est ça qu'on va chercher. On va chercher à mettre un leader fonctionnel. Et pour le dernier slide, je crois qu'on en parle. En fait, la conclusion qu'on voulait avoir, et puis après on passe aux questions, c'est que dans un premier temps, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais on dit souvent que le POC, le POC, le Proof of Concept, le test, le proto, voilà, tout ça, en gros, on va essayer. C'est absolument vital. Vous ne pouvez pas sauter à l'eau dans une piscine qui fait 4 mètres de profond sans savoir nager. Vous devez tester.
Mais la vallée de la mort de l'innovation, c'est le POC, où moi j'aime bien l'expression qu'il est éviter de tourner autour du POC. C'est qu'à trop faire des tests, on n'implémente jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en face, ça fait le yo-yo, ils s'attendent à qu'on vienne implémenter, ça ne le fait pas, on s'attend qu'un cas d'usage vienne être résolu, il n'y a pas apport de la fonctionnalité, donc ça crée de la frustration. Une équipe frustrée, ça ne vient pas à bord du projet suivant. On a parlé du graduel déjà, en itérant. On a parlé de garder les systèmes en conditions opérationnelles malgré les imperfections et la roadmap dynamique. On a parlé des systèmes à plat, des fois, qui viennent un peu simplifier les débats quand il y a une automatisation qui n'est pas encore complètement implémentée. Et puis, pour finir, pour ouvrir avant les questions, il y a le fameux facteur humain. On vient de parler d'intégrer les métiers dès le début, mais en fait, dernier élément, c'est que finalement, la technique, on y arrive toujours, d'une façon ou d'une autre. Ce qui bloque, alors, c'est pas l'humain qui bloque, c'est l'adoption au changement, et on sait que l'humain déteste le changement. Donc, on a beau avoir prévu au niveau d'un projet une courbe de transfo, l'humain, celui qui reçoit le système, il doit refaire le chemin dans un sens inverse, la courbe en Z, avant de pouvoir accepter la transfo, même si elle est bénéfique. On dit que ça prend de la place mentale, et faire les choses autrement, ça prend des cases mentales. Et on a très peu, étant donné le flux dans lequel on vit aujourd'hui. Et autre chose, un changement et une mise en place ERP, MES, PLM, surtout ERP, MES, dans une entreprise, à l'échelle d'une entreprise, ça nécessite que les opérateurs ou les collaborateurs changent d'état d'esprit, de mindset. Et on dit souvent, déjà le premier élément, c'est d'accepter de dire qu'un MES, il n'est pas là pour vous fliquer, parce que ça veut dire qu'on a raté la communication sur le cas d'usage, par exemple de réduire un TRS ou de réduire les pénibilités ou de gagner du temps pour le réinvestir ailleurs. Et puis surtout, il nécessite que les collaborateurs comprennent le pourquoi on déploie dans quel but, ce que je me dire à l'instant. Et puis derrière toute petite chose, l'humain, il est ce qu'il est. C'est pas une machine. Heureusement, on n'est pas encore des IA. Donc il adore faire du process, puis des fois du hors process. Et puis un petit exemple pour la route, pour vous donner une petite réflexion, c'est qu'on dit souvent, théoriquement parlant, qu'on ne retouche jamais un équilibrage de ligne, vous savez, station par station. Une fois que l'OF est lancé, que l'ordre de fabrication est lancé, et ben, le sport olympique dans la production, c'est de justement arbitrer, de rajouter une fonction ou deux sur une station à la volée, quand la ligne est actée, par exemple, parce qu'il y a besoin, parce qu'il y a un retard, parce qu'il y a 10 000 raisons. Mais on vient contrevenir à la règle absolue, qu'on ne touche pas un équilibrage après la génération de l'OF. Or, aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit 50% du temps. Donc, en gros, et dernière chose, vous aurez beau avoir la continuité numérique la plus huilée, la plus belle du monde, si vous fonctionnez hors process, si vous ne documentez pas, si la sales ou la vente vient demander des arbitrages et que ce n'est pas rentré dans les systèmes, il n'y aura pas de continuité numérique. Voilà. Donc tout ça, ça se fait avec les gens, et comme disait Aurélie, ça se fait avec les key users. Voilà pour ce qu'on voulait vous partager. C'est un exercice intéressant en 45 minutes. C'est court. On espère avoir été pédagogique parce que c'était l'ambition, et on voudrait ouvrir à des questions. Donc l'idée, c'est soit vous avez des questions à nous poser, soit aussi si vous voulez partager une expérience de projet d'implémentation ou d'industrialisation qui aurait réussi ou qui aurait raté, ou les deux. Et puis surtout, on a évidemment l'éléphant dans la pièce, on n'a pas parlé du fameux ROI, du retour sur investissement, qui est les clés ultimes de l'implémentation de ces systèmes-là, parce que ça dépend de plein de variables, mais c'est bien la clé, on est tous d'accord. Sinon, on n'investit pas, on ne fait pas de CAPEX ou d'OPEX. Dans tous les cas, si vous voyez des améliorations de ROI, sans parler de pourcentage évidemment, sans trahir de secret, quel cas d'usage vous avez pu implémenter? Nous, on est toujours friands d'en entendre plus sur le sujet. Merci Bertrand, merci Aurélie. Ouais, du coup, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Normalement, vous devriez pouvoir réactiver vos micros aussi, je pense. Donc, si vous voulez prendre la parole ou poser votre question, n'hésitez pas. On va regarder tout ça. C'est peut-être des remarques, des choses, des retours d'expérience, effectivement, des problématiques que vous avez rencontrées sur le terrain. On est là pour essayer d'y répondre ou de vous donner quelques insights. Alors, je regarde s'il y a des questions pour l'instant. Oui?
Oui, bonjour, Lionel Gaultier. D'abord, je vous remercie pour cette présentation. Ça complète un petit peu, enfin en tout cas pour moi, pour mon expérience et je dirais l'histoire industrielle que j'ai eue. Et surtout l'expérience que j'ai eue dans la mise en place de divers ERP. J'ai une question en fait, mais pour expliquer le passif, entre guillemets, que j'ai vécu la mise en place de divers ERP, d'une part dans un souci d'amélioration de nos process à une époque, qui a été fait par j'allais dire un chef de projet qui était une personne de la société, mais pas de la division dans laquelle je travaillais, et qui s'est avéré être un petit peu compliqué pour ma division, en termes, tout simplement parce que moi, je faisais des produits spéciaux et eux et le reste faisaient des produits standards. Donc, on nous a un peu implémenté quelque chose qui était pour du standard dans du spécial, et ça n'a pas été, on va dire, évident. Après quoi, on a refait une implantation pour ma division, où j'en ai été, en tout cas, le chef de projet. Ça, c'est Le produit était plus adapté. Là, pour le coup, il a été un petit peu plus adapté. Alors, on était plus dans la partie ERP que dans la MES, hein, pour être transparent. On ne parlait pas d'MES d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué, mais disons qu'au moins le produit était plus adapté à nous. Et puis, on a eu une troisième phase qui a été l'implémentation d'un gros ERP, hein, qui s'appelle SAP, qui a été là implémenté par notre groupe, par notre maison mère qui était, je vous le cache pas, allemande, euh, qui nous a donc voilà, implémenté ça. Et là, je vais dire que j'étais un peu entre les deux. Et parce que à la fois le produit, bien sûr, était adapté à une grosse organisation et puis qui avait une activité spéciale, donc pas de souci là-dessus. On avait quand même un produit qui était relativement satisfaisant, mais avec sans arriver à de la MES automatisée en tout état de cause, il y avait quand même beaucoup d'extra ERP. Et on avait beaucoup de process extra ERP pour différentes raisons, parce que l'ERP était mondial et donc on ne pouvait pas adapter complètement à nous, à la France, pour notre activité. Et donc on avait de l'extra ERP pour pouvoir avoir nos propres données. Donc on avait une double saisie, double système qui était un petit peu lourd. Et ma question, qui est un petit peu qui découle de tout ça, de l'expérience, pour différentes raisons, c'est dans le choix. Vous parliez tout à l'heure du choix du directeur, du responsable de projet, on va dire ça comme ça. Et je voulais savoir si vous aviez un peu une évaluation sur la différence entre avoir un chef de projet qui existe, qui est dans l'entreprise, à différentes fonctions, hein, que ce soit de l'IT, que ce soit de la production, que ce soit même du management, ou carrément prendre un externe pour justement le problème de la conduite du changement. Finalement, est-ce que le fait qu'on soit dans l'entité en ayant forcément une particularité, encore une fois, IT, prod, etc., est-ce que ça va pas impacter l'acceptation par les équipes en se disant, bah ouais, mais lui c'est l'IT, bah oui, mais lui c'est le, voilà. Et donc, est-ce qu'on aurait un intérêt quelque part à avoir quelqu'un d'indépendant qui arrive et puis qui dit, ben voilà, moi je suis neutre, j'ai pas de souci. Est-ce que ça n'a pas un poids supplémentaire? Voilà, c'est ma question. Et Très bonne merci encore. question, Lionel. Très bonne continuité sur ce webinaire d'aujourd'hui. Et alors, je laisse Bertrand ou Aurélie répondre. Je peux commencer peut-être. Vous m'entendez bien toujours? Oui. Ouais. Alors ça, c'est une excellente question. Déjà, quel profil? Puis est-ce il faut qu'il soit interne, externe? Alors, évidemment, si on dit souvent que le chef de projet, s'il est purement IT, il peut y avoir un rejet de la greffe avec la fameuse phrase «Oui, mais vous êtes loin du business». Bon, ça là, on l'entend toujours. J'ai travaillé dans les deux, hein. Dans un grand groupe automobile. Euh, bon, c'est sûr que si la personnalité du chef de projet n'a pas la capacité à faire travailler le business, on a vite un problème. Après, pour la question spécifique d'aller mobiliser quelqu'un de l'extérieur, alors, il y a eu une vague, une tendance, une tendance qui est sous forme de vague de fond il y a quelques temps, notamment qui est alignée avec le fait d'envoyer notre production, vous savez, en Inde ou en Chine, il y a quelques années. Et à ce moment-là, on a aussi, 5 ans après, on est passé par la tendance de vouloir dire que les chefs de projet ils pouvaient être externalisés. Je pense que ça peut être vite quelque chose de compliqué, parce que
l'intérêt de l'entreprise, il est quand même défendu par le chef de projet. Et à la fin, vu qu'on parle du cas d'usage, les seuls, pour moi, j'ai toujours dit à mes équipes quand j'étais industriel en grand groupe, vous êtes les seuls à connaître la profondeur de nos cas d'usage et de nos process. Et ensuite, on s'appuie sur des éditeurs, on s'appuie sur des prestataires, on s'appuie sur des transformateurs qui vont nous amener les outils et on va danser un tango, on va y arriver. Moi, si vous me posez la question, je n'irai pas sous-traiter le chef de projet, mais tout est certainement recevable. Par contre, je pense que vous tenez un point très intéressant. Et moi, récemment, que je me suis rapproché de personnes qui sont en capacité de connaître très fortement la sociologie des organisations. En gros, dit autrement, qui comprennent parfaitement comment un groupe d'humains fonctionne et comment ils peuvent nous aider à passer la bosse de l'adoption. Et j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'en ai fait des projets de transfo, notamment le tipping point, vous savez, ce fameux point où on passe de peu de gens ou d'élus ou de gens qui sont d'accord, qui ont accepté, à tout le monde est d'accord en gros, quoi. Et ben, ce tipping point, je pensais qu'il était très élevé, je pensais qu'il fallait passer les 50%. Et en fait, il est très bas, il est très très en dessous de 25%. Et donc, en fait, travailler avec une minorité qui embarque et après travailler avec les typologies de gens qui sont aujourd'hui... il est possible de bien les identifier dans une entreprise et notamment avec les relations d'influence. Ça, c'est une chose. Travailler avec une personne qui est bien au fait de ça, ça permet alors de gagner un temps fou. Je vous donne un exemple qu'il citait. Quand il dit, une fois que la direction ou la direction de projet à travailler sur le projet, il reste à l'exécuter, le vilain mot. Et là, quand on vient toucher les collaborateurs, on pense qu'ils vont très vite, grâce aux documents qu'on leur diffuse en town hall meeting, en atelier ou en grande présentation, en grand messe, on pense qu'ils vont accepter, alors qu'encore une fois, qu'il faut qu'ils refassent le chemin inverse, qui a déjà été fait, lui, pour le coup, par la direction projet ou la direction d'entreprise. Donc ça prend du temps. Et surtout, typiquement, il faut qu'ils puissent exprimer leurs doutes, le fait qu'un process n'est pas applicable à leur site, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Attention, un standard, c'est pas pour le spécial. Une machine comme ça fait pas bon ménage avec notre prod qui est plutôt comme ça. Et ça, c'est la grande question des entreprises qui sont globalisées. C'est qu'un site ne peut, des fois, pas forcément être en adéquation avec une décision du global. Et là, le groupe de key users, tout à l'heure, c'est peut-être un peu passé inaperçu quand Rolly et moi, on a parlé de ce groupe de key users. C'est pas juste un groupe, c'est pas les scouts toujours, hein. C'est un groupe qui serait animé. Et là, potentiellement, un externe pourrait tout à fait y trouver sa place, animé par un externe ou une autre personne que les chefs de projet, qui viendrait justement collecter les mécontentements, les doutes, et des fois les bonnes questions qui vont vous éviter de vous prendre un gros gadin, parce qu'un site a détecté une problématique qu'on n'avait pas vue. Et puis, toute dernière chose, parce qu'on a parlé de gagner du temps au début, faire plus avec moins, il est démontré aujourd'hui qu'un groupe comme cela permet en fait de traiter à la racine un paquet de problèmes qui ne remontent plus à la gouvernance du projet. Et en gros, qui ne remontent plus des fois à la gouvernance tout court de l'entreprise. Donc, dit autrement, ces groupes-là, ils ne font pas que discuter, ils résolvent des problèmes dans proximité terrain que vous ne voyez même plus fleurir et que vous ne voyez même plus escalader à la direction de l'entreprise. Et donc, vous gagnez de la clarté mentale et vous gagnez du temps au final. Et vous faites confiance aux équipes. Bon, ce sujet, on pourra en parler 2 heures. Mais typiquement, voilà, les modèles de Kotter, tous ces modèles-là, ils ont leurs limites aujourd'hui et on ne peut pas tout processer. Et une transformation, malgré tout ce qu'on voudrait, elle n'est pas processable parce que les gens, ils ne fonctionnent pas de la même façon au même moment. Donc, aller chercher un prestataire, lui, ou du conseil qui sait faire ça, moi, j'irais le faire. Ouais. Très bonne. Rolly, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, je suis Très d'accord bonne avec ce que tu dis. conclusion, ouais. Pour moi, c'est un Ouais. couple, en fait. Il faut quelqu'un de l'entreprise qui connaît l'entreprise, les process et qui vient vraiment de l'entreprise, mais qui n'a pas forcément tous les outils pour la mise en place. Et du coup, c'est vrai que s'associer avec quelqu'un d'externe qui, lui, est plutôt spécialisé dans cette mise en place, ça peut être un bon binôme. Surtout quand pour finir, on a souvent entendu une équipe projet ou une direction d'entreprise dire « Ah là là, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire, on va refaire la présentation. » C'est ce qu'on discutait justement avec cette personne-là. On va refaire les slides.
Non, mais complètement faux. Vous ne perdez pas de temps à refaire les slides, c'est du descendant. Par contre, implémenter ces groupes et avec ce binôme dont tu parlais, Aurélie, et là, vous allez gagner énormément de temps et d'efficience. Comme quoi, l'humain, finalement, et la communication va être primordiale dans cette transformation numérique. Ça reste la clé de toute façon. Ouais. Merci beaucoup. Eh ben, merci Lionel pour cette Merci. intervention. Merci pour vos réponses, Bertrand, Aurélie, cette présentation. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin. Si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourrait toujours y répondre. Et si vous voulez, bien sûr, si vous avez des projets, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à revenir vers nous, Cosmo Consult ou Bertrand. Voilà, on est là pour essayer de vous apporter quelques données, infos, conseils, pourquoi pas. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et bien, écoutez, on dit peut-être à un prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci, Bonne au revoir. journée. Merci, au Merci. revoir. Au revoir.